Bonsoir. Bonsoir. Merci. Nous allons commencer. Je dirais simplement vraiment 2-3 mots très très rapides pour vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être présents, assez nombreuses. Donc pour cette nouvelle séance de notre séminaire Patrimoine spolié, organisé par l'Institut national d'histoire de l'art, par l'Institut national du patrimoine et par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Comme vous savez, on essaye de varier un petit peu les interventions, les thèmes, dans notre domaine toujours, et également les intervenants. Nous avons entendu un certain nombre de chercheurs, de chercheuses qui ont présenté leur sujet de recherche, des historiens de l'art, des historiens de la Seconde Guerre mondiale, et même un historien plutôt spécialisé dans l'économie et dans le système monétaire pendant la guerre, des conservateurs de musées, des bibliothécaires, des artistes inspirés par cette question, bien sûr des familles, des descendants des propriétaires des familles spoliées. Et aujourd'hui, c'est encore un peu différent, même si ce sont des chercheuses toujours, mais en plus des éditrices, comme on peut dire, des personnes qui ont dirigé un nouvel ouvrage qui paraît avec le Centre allemand d'histoire de l'art, Art et politique, le marché de l'art entre France et Allemagne, de l'entre-deux-guerres à la Libération. Et je veux aussi dire, peut-être vous pouvez lever la main, ceux ou celles qui sont là, qu'il y a des auteurs de ce livre aussi qui sont dans la salle. On ne vous verra pas sur YouTube, mais on vous voit là, ici. Bonjour et merci beaucoup. Donc voilà, je m'arrête là tout de suite pour passer la parole à Inès pour présenter la séance, les ouvrages. Et nos deux intervenantes ce soir, Denise Vanneray-Laplace et Hélène Ivanov. Bienvenue, et à Inès de prendre la parole. Merci. Oui, merci David. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Également, je répète ce qu'a dit David, aussi nombreux et nombreuses. On est très contents et justement, ça fait plaisir, après tous ces moments d'isolement aussi, de vous retrouver en vis-à-vis. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le sujet de notre séance de ce soir, ainsi que les deux intervenantes, Hélène Ivanov et Denise Vanneray-Laplace, éditrice et autrice de l'ouvrage Art et politique, le marché de l'art entre France et Allemagne, de l'entre-deux-guerres à la Libération, dont nous allons parler par la suite. Alors j'allais dire, il s'agit d'une sorte d'avant-première pour ce livre collectif qui sera disponible sous forme numérique d'ici quelques jours, mais Hélène vient de m'apprendre qu'il est en ligne depuis hier. Donc voilà, c'est comme une sorte de première. Donc une édition qui est donc une édition un livre de l'édition Passage online du Centre allemand d'histoire de l'art à Paris et arthistoricum.net. Qui sont les acteurs du marché de l'art entre la France et l'Allemagne? Quelle lecture politique peut-on faire de l'histoire des collections? À partir d'études de cas concernant les institutions culturelles, les réseaux marchands, ainsi que des parcours des collections d'artistes et d'artistes, les 15 contributions de cet ouvrage présentées lors de cette séance se consacrent aux réseaux transnationaux du marché de l'art des années 1930 à environ 1950. L'ouvrage s'inscrit dans un paysage de la recherche assez récent, on parle d'une bonne vingtaine d'années, s'intéressant davantage au marché de l'art, aux questions des spoliations de biens culturels, notamment pendant la période du nazisme, et bien sûr à la recherche de provenance. Ces enquêtes souhaitent mettre en avant les liens entre art et politique, elles donnent à voir les enjeux et les implications politiques des transactions commerciales relatives aux œuvres d'art et mettent en lumière la complexité de ces rapports. Tout en gardant à l'esprit la littérature existante sur le marché de l'art en France et en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle, l'ambition de ce présent ouvrage donc, est de dépasser cette approche prosopographique et nationale. 3 thèmes structurent l'ensemble des contributions. Une première partie se consacre aux institutions culturelles et les enjeux politiques. Une deuxième partie analyse certains aspects du marché de l'art sous l'occupation. Une troisième partie se penche sur des parcours d'artistes, exilés politiques et le sort de certaines collections spoliées pendant la guerre.
Cet ouvrage s'inscrit donc parfaitement dans le champ de la recherche qui nous intéresse tous ici. Il est évident que les liens sont forts entre les auteurs de ce livre et nos propres projets, comme le répertoire des acteurs du marché de l'art pendant l'occupation qui a été présenté ici. Certains d'entre vous étaient présents en décembre dernier. Et bien évidemment, la mission de recherche et de restitution de biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, dirigée par David Zivie. Certaines des autrices et auteurs, que je salue spécialement ce soir, qui sont présents, qui ont donc contribué à cet ouvrage, ont également participé à RAMA, donc à ce répertoire que je dirige ici à l'INHA, ensemble avec Elisabeth Furtwängler à la TU de Berlin, et où travaillent toujours actuellement pour la mission de David Zivie. Je laisserai Denise et Hélène vous présenter donc ce livre important. Juste quelques mots pour vous présenter nos deux chercheuses. Hélène Ivanov est agrégée d'histoire et docteur en histoire et civilisation à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Sa thèse portait sur les fauves et le Brücke et le rapport aux arts extra-européens. Avec Denise Werner-Laplace, elle a co-dirigé le livre « Les artistes et leurs galeries 1900-1950, Paris et Berlin ». Donc c'est apparu en deux exemplaires, une première publication en 2018 et une deuxième en 2020. Je pense qu'on va en entendre parler. Et avec Julia Drost et Denise Werner-Laplace, l'ouvrage qu'elle nous présentera ce soir. Ces sujets de recherche portent sur les relations artistiques et culturelles entre la France et l'Allemagne. Elle travaille actuellement sur Matisse et le marché de l'art sous l'occupation, et elle a été, pour moi, extrêmement précieuse, l'assistante et coordinatrice indispensable pour le répertoire des acteurs du marché de l'art depuis juillet 2020, ici à l'INHA. Denise Werner-Laplace est germaniste et docteur en histoire et civilisation également. Donc, elle a soutenu sa thèse à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a travaillé au musée du Louvre comme chercheuse, puis a soutenu sa thèse sur les œuvres de peintres abstraits Otto Freundlich, Étienne Béossi et Jean Lépien, donc deux exilés politiques fuyant le nazisme en Allemagne. Elle a participé à plusieurs recherches de provenance et travaille actuellement à la traduction des écrits théoriques d'Otto Freundlich. Comme mentionné, elle a co-dirigé le programme de recherche sur le marché de l'art et publié donc avec Hélène les deux tomes sur les artistes et leurs galeries, Paris-Berlin, donc les deux livres que j'ai mentionnés. Voilà, je m'arrête là. Je remercie mes deux intervenants d'avoir accepté cette invitation et je passe la parole à Denise. Je remercie infiniment Inès Rothermund-Reinhardt et David Zivie qui nous ont permis de venir ce soir vous présenter cette publication qui est accessible depuis très peu de temps, comme on vient de vous le dire, en ligne, et qui sera éventuellement possiblement commandable en ligne sur format papier, si vous le préférez, à partir du 22 juin. Et avant toute chose, je vous transmets les excuses de Julia Drost, qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être présente ce soir. Je vous rappelle qu'elle prépare actuellement, en tant que commissaire, l'exposition Sam Safran au musée de l'Orangerie, qui aura lieu du 28 septembre au 16 janvier. Donc, comme vous avez tous envie d'entendre mon introduction, je vous la lis. Après-guerre, Picasso, le communiste, déclare « Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre défensive et offensive contre l'ennemi. » De Guernica en 1935 à Le Charnier en 1945, la guerre civile espagnole et la Shoah. Les portraits de Dora Maar, icône disloquée. Au-delà de la portée allégorique et politique des œuvres et de la sacralisation des artistes, les relations entre art et politique se manifestent aussi à travers la dimension politique de l'histoire des collections. Art et politique apportent une mise en perspective sur une période qui n'est au centre de la démarche collective franco-allemande que depuis très peu de temps. Rappelons qu'il y a 10 ans encore, cette coopération entre chercheurs et chercheuses allemands et français, voire internationaux, sur le marché de l'art sous l'occupation était une exception. Et pourtant, les recherches sur le marché de l'art, sur la provenance, ne s'arrêtent pas aux frontières nationales.
bien que des recherches sur la période de l'occupation aient été menées des deux côtés du Rhin, les acteurs institutionnels demeuraient assez étrangers les uns aux autres, les chercheurs allemands et français méconnaissant parfois même les fonds d'archives d'un pays et de l'autre. Les institutions, les méthodes, les outils de travail et de recherche, à travers les espaces où s'élaborent ces démarches, ne sont bien souvent que très peu ou pas connus hors de leur pays d'origine. Ce sont des fractures auxquelles il faut auquel il faut mettre fin. Ceci a été encore vérifié en 2020 lors d'un colloque qui a été organisé en ligne par les universités de Paris 1, de Nanterre, le Centre Georg Simmel à l'École des hautes études et l'association Astre, qui a accueilli des intervenants allemands, tchèques, autrichiens et français. 2015 a été une année décisive, fondatrice de la volonté de dépasser ces clivages internationaux. 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, la découverte de la collection Gurlitt le 28 février 2012, abondamment relayée par les médias, a représenté un choc fondateur de bien des échanges internationaux. En 2015, le Centre allemand d'histoire de l'art est approché par le Arbeitskreis für Medienforschung, qui souhaite approcher et travailler avec ses collègues français. Depuis cette date, et après la création du Zentrum für Kulturgutsverlust à Magdebourg, quelques restitutions spectaculaires, quelques programmes de recherche bilatérales ont eu lieu. Citons, en juin 2016, les 3 journées sur le patrimoine spolié, recherche croisée, France-Allemagne, Provenienzforschung, wechselseitige Perspektiven, Frankreich und Deutschland, organisé conjointement par le DFK, l'INHA, la Fondation pour la mémoire de la Shoah et l'Institut national du patrimoine. Ce programme a initié de futures initiatives de recherche collaborative dans un cadre politique. La même année, la 17e université d'été à la bibliothèque Kandinsky, au centre Georges Pompidou, a pour thématique « Spoliation d'œuvres d'art par les nazis, la scène parisienne », avec la participation de la sénatrice Corinne Bouchou, de Didier Schulman, de Elisabeth Lemann de Chermont, parmi les participants Inès Rotermund-Reinhardt. Citons ensuite le programme de recherche « Les artistes et leurs galeries, Paris-Berlin, réception croisée, 1900-1950 », dirigé par moi-même et par Hélène Ivanov entre 2013 et 2016. Consacré au marché de l'art entre Paris et Berlin, il a fait l'objet de la publication de 2 volumes aux presses universitaires de Rouen et du Havre, qui ont ouvert largement leurs pages aux jeunes chercheurs allemands et français. Des prémices du marché de l'art, je ne sais pas si vous voyez bien la table des matières du livre. Donc des prémices du marché de l'art, c'est-à-dire la fondation de l'Hôtel Drouot à Paris, aux salons et galeries. Ces 2 tomes sont consacrés au réseau et aux pionniers du marché de l'art moderne à Paris, à Berlin, de 1900 à 1950. Dès la rédaction de ces 2 premiers tomes, il nous est apparu essentiel de prolonger les recherches sur la période de l'occupation et de nous intéresser plus spécifiquement au rapport entre art et politique, d'autant plus que ces thématiques correspondaient aux attentes des chercheurs confirmés, mais aussi, et j'insiste, de jeunes chercheurs de plus en plus nombreux à être passionnés par ces questions, ainsi qu'aux recherches d'institutions initiant de nouveaux projets. Rappelons ici le rôle central du Centre Georg Simmel de l'EHESS, où nous sommes chercheuses associées, Hélène et moi, et où nous avons soutenu nos thèses de doctorat, ainsi que le rappelait tout à l'heure Inès. Donc, sous la direction de Michael Werner, je ne m'étends pas davantage sur le sujet de nos recherches. Toujours est-il qu'ils portaient essentiellement l'un et l'autre sur les transferts culturels entre la France et l'Allemagne, et maintenant, dans un espace mondialisé, ces transferts culturels sont l'un des axes de recherche privilégiés. Nous remercions le Centre du soutien apporté à ce programme, à nos projets, notamment son directeur, Rainer Maria Kiesow, juriste mais sensible à ces questions. Depuis 2017, l'Institut national d'histoire de l'art, INHA, et la Technische Universität de Berlin ont développé, en partenariat avec le Centre allemand d'histoire de l'art, le programme RAMA, qui est ici
représenté à la fois par Inès et par Hélène, ce répertoire des acteurs du marché de l'art, coordonné brillamment à la fois par Paris, donc Inès, et par Berlin, Elisabeth Furtwängler, constitue une base de données des acteurs du marché de l'art durant l'occupation. C'est un outil essentiel pour les recherches futures sur ce domaine, encore mal connu. J'avoue que j'y ai très souvent recours et je pense que nombreux d'entre nous y ont recours également. Parallèlement, depuis 2019, l'INHA et le DFK ont initié une bourse commune pour des recherches sur l'histoire de l'art, du marché de l'art en France sous l'occupation allemande. Par ailleurs, relevons que les échanges et les rencontres scientifiques entre la France et l'Allemagne se sont multipliés. Citons la Technische Universität et le Forum Kunst und Mark à Berlin, le Centre Georg Simmel et le DFK à Paris, qui ont organisé des journées d'échange en novembre 2018 à Berlin et en mars 2019 à Paris. Ils ont rassemblé experts, historiens, conservateurs, juristes, sous le titre « Art Market and Art Collecting, from 19th Century to the Present in Germany and France, German-French Research Programme ». Ils ont réuni une trentaine de jeunes chercheurs lors de conférences, débats et visites et qui ont eu l'occasion de publier les actes des 2 sessions. Le volume que nous présentons ce soir est en partie issu de ce programme. Sans doute faut-il ajouter à ce bref panorama la récente création d'un diplôme universitaire à Nanterre, un DU tourné vers les recherches de provenance. Il est proposé conjointement par le département d'histoire de l'art et d'archéologie et l'UFR de droit et de sciences politiques. Il est soutenu par l'association Astre. Il vise à former au métier de recherche de chercheurs de provenance de jeunes diplômés, des professionnels initiés à l'histoire de l'art et au droit, tant au sein d'institutions muséales, internationales, que sur le marché de l'art. Ce diplôme, ce DU, a été ouvert cette année. Aujourd'hui, force est de remarquer que l'usage de l'informatique, et notamment l'archivistique des bases de données consacrées à la généalogie, ont permis un développement important qui dépasse, ainsi que le relevait Inès tout à l'heure, l'approche prosopographique et nationale, illustrée par les brillantes publications, par exemple, de Pierre Assouline ou de Raymond Moulin. L'ambition du présent ouvrage est de présenter des études de cas qui croisent la vie des institutions culturelles en France et en Allemagne, des réseaux marchands, des collections et des artistes, en ancrant l'étude dès 1930 en amont jusqu'en 1950 en aval. Nous y serons confrontés à un contexte juridique qui a évolué depuis les conventions de La Haye, 1899-1907. Elles ont entériné le principe de protection des biens culturels en temps de guerre. Mais dès 14-18, la violence des combats, les modifications technologiques de l'armement les ont rendus partiellement obsolètes. L'Allemagne a mis au point la notion de Kunstschutz, dont le compte Metternich portera en France l'application entre 1940 et 1941 au décuple, voire au centuple. Au lendemain de la Première Guerre, les notions de séquestre, de spoliation, de restitution recouvrent déjà les différents visages de la translocation des objets d'art. Le séquestre, je vous le rappelle, est une procédure juridique de préservation. Il désigne à la fois, dans un contexte de conflit, la mesure d'intérêt public et la chose placée sous protection. Malheureusement, rien n'est prévu pour sortir du séquestre, pour que le séquestre soit levé, donc fort souvent, la vente est l'unique possibilité de sortie du problème. La spoliation est autre chose, c'est une saisie simple et massive des biens. Au total, 100 à 400 000 œuvres d'art ou biens mobiliers sont saisies par l'ambassade d'Allemagne à l'initiative de Otto Abetz dès le début de l'occupation. Et très peu après, par le Kunstschutz du comte Metternich et l'ERR de Rosenberg. Rivalité entre ces administrations, prudence et préséance entre ces structures génèrent des parcours erratiques dans le trajet des biens. Inquiets de la flambée des prix à l'hôtel Drouot, où le marché marche allègrement, de l'ampleur du pillage, les Alliés définissent, lors de la conférence de Londres, le 5 janvier 1943, la notion de vente forcée. Elle fonde la restitution des œuvres après la libération au nom de la nullité de ces ventes. Après-guerre,
Le processus des restitutions s'enclenche, mais prend assez rapidement du retard. Ceci dit, j'ai eu l'occasion de dépouiller des archives avant-hier et je me rendais compte, parce que je pense qu'on n'insiste pas assez souvent là-dessus, du mal que se sont donné les gens entre 1945, c'est-à-dire tout de suite, et 1950, 1955, pour essayer de mettre les choses sur pied, pour faire avancer les choses. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un point de recherche qu'il faudrait mettre en valeur, parce que lorsqu'on consulte des archives, Dieu sait que c'est précieux, on se rend compte vraiment sur le terrain combien la situation a été difficile à ce moment-là, ce qui peut expliquer une partie des retards que l'on relève par la suite. Donc je reprends. Tout repart à partir de 1995 et du discours de Jacques Chirac lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Des ouvrages, à la même époque, de Hector Feliciano, Le musée disparu, de Nicolas Slin, The Rape of Europe, largement traduit et diffusé, qui suscite une prise de conscience internationale. En mars 1997, le gouvernement d'Alain Juppé a chargé la mission Matteoli d'une étude circonstanciée. En décembre 1998, la déclaration de Washington est signée par 17 pays. Elle fixe à la fin du XXe siècle le terminus post-quem des restitutions. Nous en sommes aujourd'hui en 2022. Avec le recul nécessaire à l'analyse, qu'entendons-nous aujourd'hui par séquestre, spoliation, pillage, restitution? Que sont ces MNR déposés dans les musées? Quelle fut la part prise par le gouvernement de Vichy en cette affaire? Quelle a été l'attitude de l'Allemagne à la fin de l'occupation, après la chute du mur de Berlin? Celle fort contrastée des forces alliées. En octobre 2018 et mars 2019, un échange a eu lieu entre le Centre allemand d'histoire de l'art et le Centre Georg Simmel à Paris, la Technische Universität à Berlin. Notre profonde reconnaissance va à Bénédicte Savoie, professeur à la TU de Berlin et au Collège de France, que je ne présente pas, et qui a d'emblée soutenu ce programme. Ces travaux pionniers sur les questions de patrimoine, vous savez, ont très fortement stimulé les démarches, et la nôtre très particulièrement. Mais nous remercions aussi Dorothée Wimmer, directrice du Forum Kunst und Mark à la TU de Berlin, et ses collègues Elisabeth Furtwängler et Xenia Schiemann. La plupart des 15 études rassemblées dans ce présent volume sont issues de ces rencontres, enrichies de contributions d'auteurs spécialisés dans le champ de la recherche. Dans bien des cas, il s'agit de l'une des premières publications de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses qui, grâce aux journées d'études, ont pu entrer en dialogue avec des universitaires reconnus, bénéficier de leur expérience et de leurs connaissances, tout en donnant de nouvelles impulsions et en développant des questions d'avenir. Ce principe qui caractérise le travail du DFK Paris et qui motive, je crois, tous les enseignants, depuis de longues années, a également été au cœur de notre démarche. La réalisation de ce volume n'aurait été possible certainement pas sans la générosité et le soutien enthousiaste de Thomas Kirchner, directeur du DFK à Paris. Nous le remercions chaleureusement. Nous adressons ce soir nos remerciements à l'équipe de toute la publication du DFK à Paris, Marcus Caster, responsable de la collection Passage Online, Christine Haller, qui tout au long de ce projet et ce matin encore n'a cessé de nous accompagner, Clara Rainer et Lara Pitlou, responsables du suivi éditorial et des recherches iconographiques, Evelyne Segui, en charge du lectorat de l'ensemble du volume, pour lequel Françoise Joly a traduit le texte de Maike Hoffmann. Tous ceux qui ont dirigé une publication collective comprennent le travail qu'ils ont fourni. Last but not least, remercions l'ensemble des auteurs qui ont apporté leur expertise et leur enthousiasme aux journées d'études, aux rencontres, aux débats. Leur nom éclaire le sommaire. Ils présentent aujourd'hui l'état de leurs recherches à un public que nous espérons intéresser. Certains d'entre eux sont dans la salle ce soir. Ils sont invités à intervenir dans le débat qui suivront. Nous saluons les autres virtuellement. Je passe la parole à Hélène Ivanov. Bonsoir à tous. Les liens entre art et politique ont été étudiés ces dernières années à travers des monographies
concentré sur les acteurs du marché de l'art pendant les périodes cruciales du nazisme en Allemagne ou de l'occupation en France. La découverte de la collection dite collection Gurlitt, chez Cornelius Gurlitt, fils d'Hildebrand Gurlitt, dans le quartier de Schwabing, à Munich, a par exemple récemment contribué à sensibiliser le public à ces questions, à intensifier les recherches de provenance à l'échelle internationale et a permis l'étude du réseau marchand tissé par Gurlitt. Choisie comme couverture du livre, la femme assise fait partie de ce trésor retrouvé. Peinte en 1921 par Matisse, elle est achetée par Paul Rosenberg et la galerie Georges Bernheim en 1923, puis exposée avec la mention du seul nom de Rosenberg dans les galeries Georges Petit en 1931. Confisquée en septembre 1941 dans le coffre de Libourne, où Rosenberg l'avait enfermée avant de partir en exil, la toile fut stockée par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg, ou plus simplement ERR, au musée du jeu de paume. Par l'intercession de Kurt von Baer, elle fut ensuite échangée en 1942 par le marchand Gustav Rorlitz contre d'autres tableaux et vendue par la suite au plus tard en 1953 à Hildeband Gurlitt. Le tableau, répertorié comme manquant au lendemain de la guerre, est identifié parmi les œuvres découvertes grâce aux recherches de provenance menées par la Task Force Schwebinger Kunstfund. Il est l'un des 14 tableaux restitués à ce jour et constitue un cas emblématique des spoliations perpétrées en France sous l'occupation. Tout en gardant à l'esprit la littérature existante sur le marché de l'art en France et en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle, ainsi que les récents outils développés notamment à travers la base Ramin de l'INHA, l'ambition du présent ouvrage est de dépasser donc cette approche prosopographique et nationale. À partir d'études de cas portant sur des institutions culturelles, des réseaux marchands, ainsi que des parcours de collection, mais aussi d'artistes, il s'agit d'analyser, à travers ces 3 thèmes, les réseaux transnationaux du marché de l'art et de donner à voir les enjeux et les implications politiques de ces transactions commerciales entre la France et l'Allemagne. Si la période de l'occupation est au cœur de cet ouvrage, nous avons souhaité l'analyser dans un contexte chronologique et politique plus large, allant des années 1930 au lendemain de la Libération. Sans apporter une vision exhaustive de l'histoire des collections, l'ouvrage entend donner un aperçu de l'ensemble des œuvres d'art, peintures, tapisseries, art extra-européen, instruments de musique, faisant l'objet de transactions entre la France et l'Allemagne, et propose donc une lecture politique de l'histoire des collections. Quelle est ainsi la contribution des musées et institutions culturelles à la construction, voire à la propagande politique, et comment les politiques d'acquisition et de patrimonialisation reflètent-elles et produisent-elles des conceptions politiques? Quels sont les réseaux marchands et institutionnels franco-allemands qui permettent sous l'occupation d'acquérir des œuvres sur le marché de l'art parisien? Et quels acteurs participent aux spoliations d'œuvres d'art? Quelles sont les collections et les artistes qui se trouvent au centre de ces échanges et de ces persécutions? Et quels enjeux politiques leur parcours met-il en évidence? Autant de questions auxquelles tente de répondre cet ouvrage, dont nous allons vous présenter maintenant le contenu, qui est accessible gratuitement et librement sur la page des éditions Passage Online et de arthistoricum.net. Le DFK est en effet attaché à la possibilité de l'open access afin de rendre ces résultats de recherche plus rapidement et plus facilement accessibles à un public international. Aux collections Passage et Passerelle déjà existantes s'ajoute donc depuis 2017 celle de Passage Online, laquelle met en particulier les actes de colloques et les résultats de recherche des sujets annuels du Centre allemand d'histoire de l'art à la disposition de tous sous forme numérique.
en tant que ressource en ligne. Vous pouvez ainsi télécharger les articles qui vous intéressent ou l'intégralité du livre. Il est en outre possible de commander des impressions à la demande pour des ouvrages de la collection, et ceci à compter du 22 juin. La première partie s'intéresse aux institutions culturelles et aux enjeux notamment politiques, aux politiques d'acquisition et d'exposition des musées, aux conceptions politiques des acteurs du marché et aux valeurs politiques incarnées par les œuvres d'art. Le musée des écoles étrangères, ou musée du jeu de paume, situé au cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, est connu pour les événements qui s'y déroulèrent durant l'occupation allemande. À partir de 1940, les nazis y entreposèrent les œuvres d'art pillées dans les collections publiques et privées, le transformant en gare de triage. Il nous paraissait important de revenir sur l'histoire de ce musée, débuté en 1919, lorsque le conservateur du musée du Luxembourg, Léonce Bénédicte, propose à Paul Léon, directeur des Beaux-Arts, d'installer la collection d'art étranger en pleine croissance au Jeu de Paume, faute de place. Le musée est inauguré en 1922. Elena Rizzi analyse le parcours politique et les convictions artistiques, parfois contradictoires, de son directeur André Desarrois, régionaliste breton, proche des milieux fascistes italiens et fervent défenseur des artistes étrangers à Paris. Sous sa direction, le musée devient un outil de diplomatie culturelle et un lieu de définition de l'art français. Sa programmation témoigne des évolutions d'une politique muséale, d'abord conservatrice et nationaliste, qui finit par promouvoir, pendant les années 1930, une vision cosmopolite et universelle de l'art français, érigée matrice de la modernité artistique internationale. L'exposition Origine et développement de l'art international indépendant en 1937 en est l'un des exemples iconiques. Vous voyez ici, entre autres, les peintures de Kandinsky, de Launay et les sculptures de Naum Gabo et de Julio González. Jeune chercheuse ayant participé au programme, Elena Rizzi a depuis soutenu sa thèse en 2021 qui porte sur la relation entre art et idéologie républicaine en France pendant l'entre-deux-guerres. Cara Kolokita, spécialiste de la revue Cahiers d'art depuis sa soutenance de thèse en 2016, a contribué aussi récemment en 2021 à une publication chez De Gruyter sur les revues artistiques d'art moderne avec Malcolm J. et Kate Kangaslati. Elle évoque ici les politiques d'acquisition des œuvres en France et en Allemagne, les relations aussi parfois tumultueuses entre Christian Servus et le galeriste de Düsseldorf, Alfred Flechtheim, la symétrie existant aussi entre les acquisitions d'art moderne en Allemagne et en France, et le rôle de promoteur que jouèrent les deux galeristes vis-à-vis des avant-gardes auprès des musées. Christian Servus critiqua, entre autres, de façon acerbe, la politique timorée des conservateurs français vis-à-vis de l'art vivant et présenta à l'inverse la collaboration entre galeristes et conservateurs des musées en Allemagne comme un modèle. Il sous-estimait ainsi, d'une part, le rôle de certains conservateurs français comme Pierre-André Farcy à Grenoble, et d'autre part, la vague de protestation qu'avaient déclenché en Allemagne les acquisitions d'art français, initiées par Gustave Pauli de la Kunsthalle de Brême et Hugo von Tschudi à la Nationalgalerie de Berlin. L'entretien de Flechtheim dans Les Feuilles volantes, le supplément de Cahiers d'art, atteste de cette coopération. À partir de 1928, les tensions sont plus tendues entre les deux hommes. Elles se dégradent rapidement au début des années 1930 en raison de l'échec de la publication de Cahiers d'art en langue allemande sous le titre Neue Kunsthefte. En raison également de leur désaccord sur les artistes à promouvoir et des difficultés financières rencontrées par Flechtheim qui fuit l'Allemagne en 1933 en raison des persécutions antisémites. Auteur de plusieurs ouvrages de référence
sur Le Marchand d'Hitler, Hildebrandt Gurlitt, professeure à la Freie Universität de Berlin et chercheuse de provenance réputée de la Task Force Schwabinger Kunstfund, Maike Hoffmann s'interroge sur la continuité existant entre les activités commerciales et politiques d'Hildebrandt Gurlitt, notamment le rôle qu'il joua au sein de l'Institut allemand à Paris, le service culturel de l'ambassade d'Allemagne dirigé par Karl Epting. Elle émet l'hypothèse que ces activités commerciales sont étroitement liées à des intentions de propagande. Il y a une continuité entre la période d'avant-guerre et l'occupation selon l'auteur. C'est précisément parce qu'il s'intéressait à l'art moderne qu'Hildebrandt Gurlitt se rapproche dangereusement de l'idéologie nationale-socialiste. Et c'est à partir des idéaux qu'il nourrissait dès ses débuts d'historien d'art que se tissèrent les réseaux qui le conduisirent à Paris. Elle interroge ainsi la période d'avant-guerre et les réseaux créés à Hambourg autour de Barlach et du Kunstdienst, le service artistique de l'Église évangélique fondé à Dresde, favorable à une éducation du goût des masses et à l'expressionnisme de Nolde et de Barlach. Bénéficiant du soutien de Goebbels, ce service fut chargé de la protection des œuvres d'art dégénérées confisquées au musée et comptait parmi ses membres Rolf Etsch, qui dirigea l'opération Art dégénéré. C'est probablement par son intermédiaire que Gurlitt fit la connaissance d'Epting, avec qui il entretient une relation suivie pendant l'occupation, dont témoigne leur rare mais révélatrice correspondance. L'auteur montre comment ce service du Kunstdienst, dont l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abetz fut membre, parvient à faire triompher ses idées dans la programmation culturelle de l'Institut à Paris. Attaché à la nature et à la patrie, ce réseau culturel cherchait à réactiver l'art moderne sous l'angle d'un expressionnisme nordique proche de l'idéologie nazie. Doctorant travaillant sur l'exposition des collections médiévales sous la Seconde Guerre mondiale à la TU de Berlin, Inigo Salto Santamaria met en évidence, quant à lui, la façon dont la tapisserie de Bayeux devient l'un des symboles politiques de la libération au moment de son exposition en 1944, en étant par exemple associé au débarquement et à la bataille de Normandie. La tapisserie est alors déployée au Louvre sur une simèse murale de 70 mètres de long, permettant de l'embrasser d'un seul regard. Elle sera renvoyée à Bayeux en mars 1945. Inigo Salto Santamaria retrace sa trajectoire et ses pérégrinations pendant la Seconde Guerre mondiale entre l'hôtel du Doyen, Sourches, Paris et Bayeux, et rappelle comment elle fut convoitée par les nazis, en particulier par Heinrich Himmler, car elle incarnait pour eux la supériorité de la race nordique, les nazis se considérant comme les descendants des Vikings. Elle fit en particulier l'objet d'une mission photographique dirigée par le professeur Herbert Jan Kuhn de l'Institut scientifique de recherche allemand, Lahnenerbe, héritage des ancêtres, qui dépendait de l'ASS. L'auteur décrit aussi son expographie après-guerre et la manière dont elle sert aux relations diplomatiques entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La tapisserie incarnant successivement des idées et des valeurs politiques différentes, voire opposées. Focalisée sur la période de l'occupation, la seconde partie s'intéresse au réseau du marché, à ses structures et à son fonctionnement. Elle apporte ainsi un complément utile à la base de données Rama, à laquelle plusieurs auteurs ont également contribué, ces articles ayant été rédigés, je le précise, avant le lancement de la base de données. Chercheuse de provenance, Nathalie Neumann montre le pouvoir dominant des experts au sein de l'ERR, en se penchant sur le cas de Walter Borcher, historien d'art et ethnologue, chargé d'inventorier et de cataloguer les œuvres d'art confisquées par le Sonderstab Bildende Kunst, l'unité spéciale des beaux-arts de l'ERR. L'article revient sur le fonctionnement de cette institution, chargée des spoliations d'œuvres d'art dans la France occupée, son équipe dirigeante, composée du critique d'art Robert Scholz, de l'historien Bruno Lohse, du connaisseur des musées d'État de Berlin Günther
Schildlowski, de la spécialiste du XVIIIe siècle Anne-Marie Tomthorne von Ingram et de Helga Hegemann, experte en enluminure. L'auteur qui nous fait la joie d'être là aujourd'hui décrit la répartition des tâches qui s'opèrent au sein de l'ERR, les rivalités qui animent cette institution, avec Kurt von Baer finalement écarté de l'ERR pour prendre la direction du bureau Ouest et de la mission Meuble Action, car jugé trop proche de Göring, au profit de Robert Scholz, dont Walter Borchers était proche. Elle montre l'appel constant à de nouveaux experts, de plus en plus spécialisés, comme c'est le cas par exemple d'Heinrich Goebel, chargé de l'expertise des tapisseries. Chercheuse de provenance associée au Kunstmuseum Basel, Vanessa Kolpinski évoque l'importance de l'analyse des licences d'exportation pour l'étude de la provenance des œuvres. Ces dernières avaient été mises en place suite à la loi du 23 juin 1941 relative aux exportations d'œuvres d'art, donnant techniquement aux conservateurs des musées nationaux l'autorité de les délivrer. Dès 1943, le dépôt en douane ne peut plus être exigé pour les exportations à destination de l'Allemagne, ce qui contraint le conservateur à examiner les œuvres à partir de photographies et d'une description fournie par l'exportateur. Bien que ces licences aient été en pratique contournées, avec notamment l'utilisation de prête-noms, comme dans le cas d'Hildebrandt-Gurlitt avec Theo Hermsen, ou falsifiées, comme Gurlitt le fit pour obtenir des francs français plutôt que des Reichsmark auprès des bureaux de change pour d'autres transactions, ou tout simplement outrepassées, les œuvres étant exportées sous le manteau ou par voie diplomatique, ces dernières demeurent une source irremplaçable pour reconstituer la trajectoire des œuvres spoliées. Les articles d'Elisabeth Furtwängler et de Sabine Scherzinger se penchent ensuite sur le cas du réseau rhénan, impliquant à la fois différents musées du Rhin et des galeristes français bien connus comme Étienne Bignoux. Porteuse allemande du programme RAMA et historienne de l'art, Elisabeth Furtwängler analyse le cercle formé par le marchand de Düsseldorf Hans Baumann, le conservateur du Rheinisches Landesmuseum de Bonn Franz Rademacher, le responsable de la culture Hans-Joachim Apfelstadt, le directeur du musée Folkwang Heinz Köhn et Hans-Wilhelm Hupp, directeur du Kunstmuseum de Düsseldorf, et les acquisitions faites à Paris par l'intermédiaire de l'artiste Adolf Wöster. Elle met aussi en évidence le rôle moins connu du comte René Avogli-Trotti, proche d'Adolf et Nadine Wöster, dans les transactions financières opérées entre marchands français et conservateurs allemands. Doctorante à l'Université de Mayence, qui conserve le fonds de livres du Centre de recherche en histoire de l'art, le Deutsche Kunsthistorische Forschungsstätte, créé en 1942 sous la houlette d'Alfred Stange et dirigé par Hermann Bugnus, Sabine Scherzinger dresse un bilan des ventes effectuées en Allemagne par Étienne Bignoux sous l'occupation, notamment avec les musées rhénans de Krefeld, Essen, Cologne et Wuppertal. Elle montre les relations qu'il entretenait avec Bugnus, dont l'auteur affirme qu'il était proche. Membre du Kunstschutz, le service de protection des œuvres d'art, Bugnus guidait les conservateurs et directeurs allemands sur le marché de l'art parisien. Il fut aussi l'un des agents artistiques de Göring. Elle évoque entre autres les nombreux voyages de Friedrich Schmuttmann, directeur du Kaisers Wilhelm Museum à Paris, et ses achats d'œuvres dans la galerie Bignoux. Plusieurs d'entre elles provenaient de la succession Vollard et Bignoux les possédait par conséquent en compte à demi avec Martin Fabiani. C'est probablement d'ailleurs par son intermédiaire et celle de Wöster que Bignoux rencontra ce cercle rhénan. Elle met aussi en exergue les rivalités et la concurrence existant entre ces différents musées et les échanges et compromis auxquels donnent lieu les acquisitions parisiennes. Historienne de l'art et chercheuse de provenance, que nous saluons aussi, Guy Tao, qui est présente aujourd'hui,
Guitta évoque le cas de marchands juifs émigrés en France, qui pour certains vendirent des œuvres en Allemagne, à l'image du Hongrois Ali Löbel, qui reste aux commandes de la galerie Kleinberger, devenue galerie Ernest Carin, suite à son arianisation. Elle souligne la situation délicate de ces marchands, agissant souvent sous contrainte et pour sauver leur famille, comme Ali Löbel, qui, sous la pression de Lose et tentant d'obtenir la libération de son frère Emmanuel du camp de Drancy, fournit des tableaux à Göring, avide de constituer une collection de toiles de maîtres anciens, à l'instar du portrait que vous pouvez observer à l'écran d'un jeune enfant tenant une poire datant du XVIe siècle. Elle s'intéresse aussi au cas des immigrés autrichiens, Ebert et Hugo Engel, du berlinois Arthur Goldschmidt, associé de Paul Graup, et de l'historien d'art allemand August Liebmann-Meyer, spécialiste de la peinture espagnole du siècle d'or. Ces marchands et experts prospectèrent sur le marché ou pratiquèrent des expertises pour le marchand Karl Haberstock, en dépit, ou peut-être en raison de leur origine juive, vivant sous la menace des persécutions antisémites, certains mourant en déportation, comme ce fut le cas d'August Liebmann-Meyer à Auschwitz. Si la plupart des musées allemands ont aujourd'hui restitué à la France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, leur acquisition considérée comme illégale, la politique d'achat des musées d'État de Berlin sous l'occupation n'a jusqu'ici guère retenu l'attention. Mathis Lamert, qui travaille à ce sujet dans sa thèse de doctorat, revient sur les acquisitions d'objets d'art égyptiens pour les musées de Berlin par le directeur de ce département, Günther Roder, dont certains sont encore exposés aujourd'hui dans les collections permanentes. Il obtint un budget spécial pour faire des acquisitions à Paris, dont vous voyez ici un exemple, un fragment de bas-relief, acquis chez Brummer. Guidé par Antonin Juritsky et assisté par Hans Möbius du Kunstschutz, Roder a fait diverses acquisitions sur le marché parisien auprès de Bellérophon Guéladakis, Charles Raton, Arthur Sambon, Édouard Indamian, auprès des frères Agop et aussi de Garbis Kalebidjan. La contribution interroge également l'ambivalence de ces transactions, dont certaines, comme dans le cas de Sambon, effectuées sous la menace et l'intimidation, de Brummer, antiquaire juif d'origine hongroise, ou de Guéladakis, dont Kalebidjan, dont la femme était juive, auraient pu avoir donc lieu sous pression. Je vais laisser donc ensuite Denise présenter donc cette dernière partie du livre. Denise, je te laisse la place. Nous passons à présent à la troisième partie qui initie un changement d'échelle, qui descend au niveau de l'artiste, entraîné dans un maelstrom qu'il dépasse mais ne le transcende pas. Et par le passage du singulier au collectif, dans des réseaux sociaux, politiques, historiques, dans des problèmes de collection. Le texte que je consacre à Otto Freundlich, plus le présent est aspirituel, plus il est brutal, inscrit la recherche entre France et Allemagne dans le contexte de la fuite des artistes juifs devant la montée du pouvoir nazi. Otto Freundlich est juif, pionnier de l'abstraction. En 1933, artiste dégénéré, il ferme à clé son atelier berlinois dans lequel il abandonne ses œuvres. Il confie la clé au concierge, quitte Berlin pour la France et ne retrouvera jamais ni sculpture, ni tableau, ni dessin. En 1942, réfugié dans les Pyrénées-Orientales, il dresse de tête une liste, refait 2 œuvres de mémoire. En mars 1943, il monte dans un convoi vers les camps de l'Est de l'Europe. Il n'y aura plus aucun signe de lui, ni de ses œuvres. Tous ont disparu. Hélène Ivanov dépeint ensuite Henri Matisse. Chose qui ne va pas.
je vais vous demander de me croire sur ma bonne parole. Hélène Ivanov dépeint ainsi Henri Matisse, malade, comme vous le savez, réfugié à Nice, puis à Vence, à partir de juin 1943, qui a continué à peindre La Dormeuse, Table violette ou Le Rêve, France, Icare et Blues roumaine, bien connus. L'air fatal du temps est en filigrane dans toutes ces œuvres qui paraissent si aimables. Il dessine, il illustre des textes avec Thériade, Thèmes et variations en 1943 pour Louis Aragon, Les Fleurs du Mal en 1944. Artiste de la galerie Rosenberg au début de la période, il expose en 1941 chez Louis Carré, en 1942 à la galerie Rosenberg au début de la période. Et puis, insatisfait, il se lie au marchand Fabiani. Choix malheureux, direz-vous. Mais il n'en est pas ainsi pour l'artiste qui s'estime bien heureux de pouvoir continuer à exposer. En 1945, il rencontre Aimé Mette, qui lui accorde la première exposition de sa jeune galerie de la rue Téhéran, dans l'ancienne galerie de André Scheuler. Critique sur sa propre création, il écrit « Un peintre n'a vraiment d'ennemi que ses mauvais tableaux. Si menacée soit sa vie, si fragile sa santé, le créateur, en définitive, n'a de pire ennemi que lui-même. » Sophie Julliard, qui termine sa thèse sur Eugen Spiro, retrace le destin de l'artiste, personnalité artistique déjà reconnue lorsqu'il quitte Berlin en 1935, emportant meubles et collections, ce qui est un fait rarissime. À Paris, il est hébergé rue de la Faisanderie par la baronne Marianne von Goldschmidt-Rothschild, dans des conditions remarquablement privilégiées. Eugen Spiro expose au Salon d'automne de 1935, de 1937. Président de l'Union des artistes libres, soutenu par Paul Westheim, il organise en 1938 l'exposition Freie Deutsche Kunst, l'art allemand libre, et écrit « Nous sommes donc d'autant plus reconnaissants à ce pays et à cette ville d'art qu'est Paris, de pouvoir y vivre et y exercer notre art. Et notre sentiment de reconnaissance vivra en nous jusqu'à notre dernier jour. » C'est un fait commun à bien des artistes allemands réfugiés à Paris à ce moment-là. Otto Freundlich n'a pas écrit autre chose. Mais sitôt les Allemands dans la capitale, il abandonne tout, fuit à Washington, qu'il rejoint via Lisbonne. Un trajet commun à de nombreux Allemands en fuite. Ses biens sont saisis dès 1940. Il tente après-guerre de les récupérer. Pascal Bernheim élargit la recherche aux instruments de musique spoliés par le Sonderstabmusik et retrace l'histoire de la collection d'instruments et de documents musicaux de Wanda Landowska. C'est une concertiste polonaise, réfugiée en France, célèbre déjà lorsque la guerre éclate. À Saint-Leu-la-Forêt, dès le début du XXe siècle, elle a construit le temple de la musique ancienne et un auditorium où se succèdent, jusqu'en 1940, concerts et cours d'interprétation. Elle y conserve une importante collection d'instruments anciens et une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages. Donc c'est une collection absolument remarquable. Wanda Landowska quitte Paris vers la zone sud dès le 10 juin 1940. Elle arrive à New York le jour du bombardement de Pearl Harbor. Dès septembre 1940, le Sonderstabmusik, dirigé par Herbert Gehrig, auteur du Lexikon der Juden der Musik, lexique des Allemands juifs dans la musique, il fait irruption à Saint-Leu. Le 29 septembre, 54 caisses sont réceptionnées par Rose Valland au jeu de paume. Elles sont emportées en Allemagne le 7 octobre et elles arrivent à Berlin. En septembre 1944, tout converge vers le Collecting Point de Munich et retourne tout naturellement à Saint-Leu. Sauf quelques pièces, dont un piano qui aurait été celui de Juan Bauza à la Chartreuse de Valdemosa. Il ne réapparaîtra point. Margot Dumas clôt le volume par une incursion dans le domaine des tapisseries expropriées. Son étude, fort documentée, porte sur le cas de 2 tapisseries du XVIe siècle dont la vicomtesse de Sèze a hérité de son grand-père et qui se trouvent au château de Bord, dans la Haute-Vienne, jusqu'en 1942, date de leur spoliation. En 1941, 2 individus, Albert Boudaria et Eugène Pouget, se présentent, experts en objets d'art, au château, et déclarent vouloir acquérir les tapisseries.
mais le couple de 16 refuse un achat à l'amiable. Arrêté, interrogé, Bourdaria et Pouget incriminent une certaine Margot Janson, active à Paris dans des achats pour la redécoration de la Reichsbank à Berlin. Mais ces tapisseries ne sont-elles pas plutôt l'objet des désirs de Göring, qui affirment leur origine germanique, flamande? Soutenus par la direction des Beaux-Arts, les époux de 16 font donation des 2 tapisseries à l'État français afin qu'elles ne quittent pas la France. Ici, Laval réapparaît, fait saisir les tapisseries, les envoie à Karinhal, la résidence de Göring. Et 10 jours plus tard, il casse le don à l'État français. Le classement n'aura-t-il donc été qu'une manipulation de Vichy pour finalement revendre les tapisseries aux Allemands? Les Allemands de 16 refusent de fait, néanmoins, d'encaisser les 20 millions de francs que l'Allemagne leur verse. En 1946, les Américains transfèrent les tapisseries au Collecting Point de Munich. Un rendez-vous est fixé afin que la famille de 16 reconnaisse son bien. Le don à l'État français est considéré comme nul et non avenu au terme de l'ordonnance du 9 juin 1945 et de la déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943. La Cour de cassation condamne l'État à assurer à ses frais la remise en place des tapisseries et la réparation des dégâts organisés par leur enlèvement. De fait, la famille de 16 ne rentrera en disposition des 2 tapisseries qu'en 1961. En définitive, car il y a quand même une logique à étudier ces différents cas, si différents les uns des autres. Otto Freundlich illustre l'internement, la déportation des artistes juifs réfugiés en France, la disparition des hommes et des œuvres, le pillage ou la disparition des ateliers. Son atelier a-t-il été bombardé? Et dans ces cas-là, la plus grande partie des œuvres a dû partir en flammes. Toujours est-il qu'il représente le parcours mémoriel d'un peintre qui pressent sa disparition et qui refait, à la fin de sa vie, de mémoire les dites œuvres, enfin au moins 2, et recompose un journal dont toute trace a disparu aujourd'hui. Je vous rappelle que Otto Freundlich est parti dans un convoi vers l'Est et que même la banque de données de Bad Arolsen n'a aucune donnée précise sur sa destination finale. Majdanek, Sobibor, parfois dit-on à Auschwitz, bon je n'y crois guère. Je pense davantage pour Sobibor personnellement. Eugen Spiro a abandonné à Paris le contenu de quelques 490 caisses où les Allemands avaient entassé les objets, les œuvres de sa collection, une collection magnifique qu'il ne reverra jamais. Les archives de l'Union des artistes libres qu'il présidait ont été emportées à Moscou. Elles illustrent le parcours des fameuses archives russes. Il illustre les déplacements des intellectuels et des créateurs qui ont définitivement quitté l'Europe et fertilisé le paysage de la création en Amérique du Nord. Henri Matisse, au contraire, campe l'exil intérieur, le créateur qui continue, le chef d'une famille engagée dans la résistance, la poursuite de la création. Le parcours de ses œuvres illustre la vente de Lucerne au début de la période, l'arrivée des nouveaux acteurs du marché de l'art, vous avez vu Fabiani, les incertitudes de ce marché, et dès 1944, le renouveau de la vie de l'art à Paris. Wanda Landowska incarne la notoriété retrouvée aux États-Unis, une collection spoliée, en partie recouvrée, malgré les pertes emblématiques. Les tapisseries de la famille de 16 représentent l'opacité des manigances dans le monde de l'art, en partie recouvrée, malgré des pertes emblématiques, telles le clavecin ou le piano. Excusez-moi. Les tapisseries de la famille de 16 sont en quelque sorte emblématiques de l'opacité des manigances dans le monde de l'art entre Français et Allemands, entre les Allemands entre eux et les Français, les uns contre les autres. Que sont ces œuvres devenues, emportées dans une saga dramatique, collective, dans une mission mémorielle transmissive d'une génération à l'autre? C'est cela la perte des œuvres, de la mémoire des œuvres. Le geste de Otto Freundlich, refaire à l'identique les œuvres disparues, leur attribuer 2 dates, 1911, celle de l'Inventio, 1941, celle de la mimésis. La duplication par résistance à la disparition. 2 dates, 2 signatures, 2 valeurs mémorielles.
Ce sont des cris d'effroi, de survie, réclamés en authentique justice. Et la fonction mémorielle de la recherche historique au sens le plus large, la fonction interdisciplinaire, transgénérationnelle de la recherche de provenance en particulier, sont là. Je sais que cette recherche de provenance intéresse beaucoup de jeunes et je m'en réjouis. Je suis également heureuse que bien des efforts de la recherche s'engagent aujourd'hui dans cette direction, ainsi que l'enseignement universitaire. Bref, kurz und gut. Ces textes réclament de réparer la perte des œuvres, leur translocation, l'exil, le départ des hommes. Et nous remercions leurs auteurs. Merci beaucoup à Hélène et Denise pour cette présentation oui, très, très riche et ça donne vraiment envie maintenant de se pencher dans la lecture. Donc nous, évidemment, on a pu commencer il y a quelques jours. On est déjà tombé dans la lecture de certains articles, donc mais évidemment, on n'a pas eu le temps de connaître l'ensemble de cet ouvrage. Écoutez, j'ai plusieurs questions. Je peut-être tout de suite, puisque tu as fini là-dessus, Denise, par rapport tu es surtout la spécialiste par rapport à tes recherches concernant Otto Freundlich. Tu as évoqué la destruction de son atelier à Berlin et aussi, très étonnant et très, très émouvant, cette attitude de la part de l'artiste de redoubler, enfin de recopier ses œuvres probablement perdues. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était au courant en 40-41 que son atelier à Berlinois a été détruit. Non, il ne pouvait pas. Attends, pardon, il y a une micro là, sinon. Oui, non, il ne pouvait pas être au courant parce qu'on ne savait rien, qu'il y avait une grande opacité quand même dans les transmissions de nouvelles, d'une part, et d'autre part parce que, je pense vraiment que cet atelier a dû être pulvérisé au moment du bombardement de Berlin, enfin des bombardements successifs. La preuve en est que l'on a retrouvé une œuvre de Otto Freundlich parmi un groupe de 10 œuvres qui toutes représentaient l'esthétique moderne de la sculpture. Ce groupe a été retrouvé au centre de Berlin, pas très loin de l'atelier, et enfoui dans la terre au moment où on creusait pour prolonger une rame de métro de Munich. Et d'après les recherches les plus récentes, ces sculptures différentes, dont la sculpture de Otto Freundlich, auraient pâti du bombardement de 1945, en novembre 1945. Cette fouille, cette cache de sculpture est très proche de l'atelier de Otto Freundlich. Donc je crains fort que l'atelier ne soit parti à ce moment-là en poussière en même temps. Toujours est-il qu'on n'a rien retrouvé. Rien. D'accord. Mais lui, en fait, il commence dès les années 40 ou déjà dès son exil à Paris à recopier ses propres œuvres? Il est à Paris dès 1933, donc. Oui. Dès 1939, il est interné. Il commence un horrible périple touristique dans les camps français. Il est libéré du camp de Gours parce qu'il y a un directeur de camp plus intelligent qui voit que le danger arrive également par le sud, sur la France. Donc il libère les prisonniers et Freundlich se réfugie dans un village des Pyrénées-Orientales, à Saint-Paul-de-Fenouillet. Et là-bas, je pense qu'il a une espèce de prise de conscience que c'est le terme de sa vie, de sa création. Il veut néanmoins continuer à créer et à ce moment-là, il prend conscience que c'est les œuvres qu'il a laissées là-bas, on le voit dans les archives qui sont conservées à l'IMEC, lui manque énormément pour recommencer à créer. Et eh bien, il fait un retour sur lui-même, sur le premier temps de sa création. Il réécrit un journal rétrospectif, et il crée 2 œuvres auxquelles il donne 2 dates. Donc ce sont des copies. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on observe que ces 2 œuvres, par rapport aux œuvres originales, dont il se souvient des dimensions, sont exactement à l'échelle 1,5 l'une et l'autre. Et comme étant des petites répliques de l'œuvre originale, moi, ma conviction, quand on voit le mental de l'homme à cette époque-là, c'est qu'il était convaincu qu'il allait mourir et qu'il a voulu quand même laisser une trace de cette œuvre de jeunesse.
D'ailleurs, ce sont des œuvres qui sont assez figuratives, hein, qui représentent des hommes devant une fontaine, et voilà, et qui n'ont rien à voir avec la dernière période de création de Otto Freundlich, qui est, comme tu le sais, éminemment abstraite. D'accord, merci beaucoup. Alors peut-être juste pour information, mais tu me corrigeras, il y a quand même, à ma connaissance, la partie qui est aujourd'hui connue de son œuvre, c'est cette partie qui a pu être sauvée dans son atelier parisien. Oui, la partie qui a été sauvée, alors Otto Freundlich, c'est l'homme des ombres, hein, et de l'ombre et des ombres. Et oui, il y a environ, dans le catalogue raisonné de Otto Freundlich, il y a à peu près 437 œuvres, ce qui n'est pas tellement, mais finalement, ce sont essentiellement les œuvres de sa création parisienne, sauf quelques bronzes, mais bon, voilà. D'accord, merci. Merci. Pour ma part, je voulais peut-être souligner, enfin évoquer les liens entre l'ouvrage et donc la recherche en histoire de l'art, et c'est logique vu les activités que nous avons au ministère de la Culture, la recherche aujourd'hui des œuvres disparues, des œuvres volées, ou le passage en revue de la provenance des œuvres aujourd'hui dans les collections publiques. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, qu'un certain nombre des auteurs ou des autrices, surtout, de cet ouvrage, travaillent donc d'un côté sont dans la recherche, disons plutôt scientifique, recherche d'histoire de l'art, ou plus large que l'histoire de l'art, mais voilà, sur les faits du moment, mais travaillent aussi à côté, en même temps, à la recherche des œuvres, ou en réponse à des demandes des familles, ou en passant en revue des œuvres des collections publiques. Je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, de voir à la fois cette recherche-là et cet ouvrage publié aujourd'hui, et cette recherche simultanée que nous devons faire, que nous devons accroître, amplifier avec un certain nombre de personnes qui sont ici. Voilà, comment vous voyez les choses entre cette articulation, parce qu'en tout cas c'est assez frappant, et on connaît bien certains des auteurs, des autrices qui sont ici, et je trouve ça intéressant d'arriver à travailler, et je le dis aux auteurs d'abord, et puis très admirable aussi d'arriver à travailler, voilà, travailler sur ces personnes, sur ces acteurs, sur ces réseaux, et en même temps à travailler sur les conséquences aujourd'hui en faisant cette recherche, encore une fois, à la demande des familles, ou pour essayer de prendre l'initiative aussi dans les collections publiques. Peut-être... Vous m'entendez bien? Je suis pas sûre que... Moi, ça me paraît tout à fait, en fait, presque indissociable, puisqu'en fait, on est des spécialistes, quelque part, des relations artistiques et culturelles entre la France et l'Allemagne, et que cette approche d'historien d'art est nécessaire dans la recherche de provenance. Il est indispensable d'avoir une très bonne connaissance, en fait, du contexte historique, mais aussi des styles des artistes, parce que les personnes qui travaillent aussi sur ces tableaux disparus et sur les restitutions s'appuient également sur leur connaissance artistique. Il ne s'agit pas seulement de regarder, comme on le dit souvent, au dos des tableaux. Il faut regarder aussi l'artiste en tant que tel, connaître les différentes périodes stylistiques. Et donc pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ces thématiques, c'est quelque part assez naturel d'en venir aux recherches de provenance sur les questions de restitution de tableaux. Oui, moi je rejoins tout à fait Hélène dans sa réponse. Je dirais que lorsqu'on a l'outrecuidance de se présenter comme chercheur, on continue à chercher. Sinon on ne l'est plus déjà. Et la deuxième chose, c'est que je constate quand même qu'on ne tombe pas par hasard dans la recherche de Provence. Il y a la plupart du temps une origine, une motivation familiale, personnelle, enfin, il y a quelque chose d'affectif dans le choix de la recherche de provenance. Donc voilà. La génération suivante aura peut-être d'autres motivations, hein. Merci. Moi, ce qui m'a frappé en regardant le sommaire, c'est ce que d'ailleurs vous avez confirmé en présentant les différents auteurs. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée des différents articles. C'est
c'est que vous vous intéressez aussi aux zones d'ombre. Justement, on n'est pas du tout dans le noir et blanc. On voit qu'il y a des textes sur les acteurs, les marchands juifs qui sont à la fois persécutés pendant la période de l'occupation et en même temps acteurs, forcés ou pas. Ça reste à être analysé. Donc tout cet univers, la position de Matisse aussi, qui continue, qui en quelque sorte, en tant qu'artiste, est dans une forme de résistance, et en même temps, Fabiani qui devient son marchand. Enfin, c'est vraiment passionnant parce que, enfin, une fois de plus, hein, j'ai survolé le volume pour l'instant, j'ai pas eu une lecture approfondie pour l'instant, mais ça donne vraiment envie parce qu'on montre, je pense, j'ai l'impression que vous montrez à travers ces textes justement la complexité de ces années-là et que voilà, rien n'est simple. C'est très, très important aussi, notamment pour les jeunes chercheurs qui peut-être parfois ont tendance à penser, voilà, il y avait les victimes, il y avait les méchants, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc je pense que ça c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, alors j'étais très curieux aussi d'apprendre que, à ma connaissance, c'est une première étude sur André Desarrois. C'est quelqu'un qui m'interroge déjà depuis un moment, et c'est vrai que c'était là aussi visiblement un personnage complexe et contradictoire, parce que c'est quand même très intéressant. Et d'ailleurs, peut-être Denise, tu peux, ou Hélène, vous pourriez répondre à ma question. En voyant les inventaires, je crois que c'est évoqué dans l'article aussi, les achats ou les donations à la fin des années 30 au justement Musée Luxembourg et l'école étrangère par les exilés allemands, en partie juifs. Je me suis toujours interrogée comment c'est possible que, voilà, je crois que l'auteur évoque Thea Sternheim qui fait don d'un tableau de Georges Gross, donc via André Desarrois. Comment ça s'est construit, ces relations-là? Quelle était, parce que c'est étonnant, en même temps on apprend dans l'article qu'il était proche du fascisme italien, et en même temps il soutient les exilés anti-nazis allemands. Est-ce que vous avez pu plus échanger avec l'auteur sur Alors, on n'est pas des spécialistes d'André Desarrois, mais Hélène Retti en parle très bien dans sa contribution. Je crois tout simplement déjà que le personnage est très contradictoire. Hein. Il y a des positions politiques qui peuvent paraître parfois surprenantes. Après, il y a une véritable volonté chez Desarrois d'accueillir tous ces artistes exilés et de favoriser les dons en faveur du musée du jeu de paume. On pourrait donner la parole à Sophie Julliard à propos du don de Spiro. Oui, oui, voilà. Du don d'Eugen Spiro, d'un tableau au musée d'art moderne. Est-ce que vous pouvez raconter un peu, parce que c'est très intéressant. Oui, bonsoir. Je veux simplement apporter une petite correction par rapport à votre présentation, parce qu'en fait, Eugène Spiro, c'est l'objet effectivement de l'article de l'ouvrage, mais ma thèse ne porte pas sur Eugène Spiro, mais sur les ateliers d'artistes pillés pendant la période de l'occupation. J'aurais beaucoup de peine, je pense, à faire une thèse sur Spiro uniquement. Voilà, donc ça, c'était un premier point. Je voudrais quand même réagir par rapport à ce qui vient d'être dit sur André Desarrois. Je n'ai pas lu, malheureusement, l'article d'Elena, mais effectivement, je le lirai avec beaucoup d'attention. À ma connaissance, si André Desarrois a été éventuellement pendant les années 30, notamment au moment de l'organisation donc de cette fameuse exposition d'art italien, donc en 1935 au Jeu de Paume, proche, pourquoi pas, éventuellement du parti fasciste, à ma connaissance, par la suite, enfin moi je n'ai rien vu de tel, en tout cas, qui l'atteste, et par la suite, il aurait été plutôt même résistant. Enfin, moi, j'ai trouvé des documents le concernant qui prouvent quand même son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisserai peut-être découvrir tout ça lorsque j'aurai fini ma thèse, parce que ça fait partie des points que j'évoque. Mais à ma connaissance, voilà, il a été... il est fréquent de lire notamment qu'il a été malade pendant l'occupation, mais enfin, voilà, il y a des preuves aujourd'hui qu'il l'a peut-être été, mais qu'il a eu aussi d'autres activités pendant la période de l'occupation.
Concernant donc le don de Flechtime, concernant donc effectivement l'œuvre d'Eugène Spiro, alors Spiro, ça n'est pas 450 caisses qui lui ont été spoliées, hein. Ce sont effectivement des œuvres en quantité. Enfin, alors il faut distinguer chez Spiro à la fois la collection et l'œuvre de l'artiste. Donc il a été pillé à la fois et de son œuvre et de sa collection. Donc les caisses contenaient les deux, hein, à la fois effectivement la collection et l'œuvre. Concernant le don, je veux bien que vous reveniez en fait sur, si vous l'avez, la photo du portrait de Gerhard Hauptmann. Donc en fait c'est un tableau qui a nécessité de nombreuses investigations parce que effectivement avec Didier Schulman nous avions eu l'occasion d'en discuter. Comme je travaillais entre autres sur le pillage de l'atelier de Spiro et de sa collection, je me suis penchée un peu plus avant sur le portrait de Gerhard Hauptmann qui a été peint donc en 1932 et qui en fait est arrivé donc dans les collections du Jeu de Paume sous forme de don. Mais en réalité, en fait, c'est une histoire un peu compliquée. Il faudrait que j'arrive à retrouver précisément tous les éléments, que là je suis un peu confuse. C'est un document que j'ai trouvé donc à l'INHA, une lettre qui atteste qu'en fait, ce don qui était présenté comme un don de Flechtime, en réalité est un don de l'artiste. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Flechtime a priori appréciait énormément ce tableau. Et Eugène Spiro écrit une lettre en désarroi, lui expliquant qu'en fait, voilà, au vu de l'admiration que Flechtime porte à ce tableau, il aimerait que le don soit enregistré au nom de Flechtime. Mais en réalité, c'est l'artiste qui l'aurait donné. Alors après, on peut s'interroger sur les motivations de cette transaction. Je vois Inès, effectivement, qui ça interpelle. Peut-être que Didier a d'autres éléments à apporter sur cette question. Mais voilà, en tout cas, c'est l'histoire de l'entrée d'une œuvre dans une collection dans des conditions un peu obscures. Mais il y a quand même cette lettre datée et manuscrite d'Eugène Spiro qui permet de faire... de croiser les éléments et d'avancer un peu plus avant dans la recherche et l'entrée dans les conditions d'entrée de l'œuvre. Merci. Non, ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que lorsque On passe la parole à Didier Schulman. Ah oui, lorsque la succession Flechtime s'est lancée dans l'entreprise que tous les musées connaissent de récupération d'œuvres de Flechtime dispersées aux quatre coins de la planète, ils ont évidemment demandé au Centre Pompidou de restituer cette œuvre de Spiro, dont, grâce aux recherches de Sophie, on a pu établir qu'en effet, c'était, comme il l'écrit lui-même à désarroi, c'est une idée qui lui a été soufflée par Flechtime, de donner cette œuvre au musée du Jeu de Paume, et que, à ce titre, il la donne, mais que comme c'est une idée de Flechtime, je trouve que c'est même très très joli comme geste et comme réaction. Il souhaite que ce soit marqué comme étant un don de Flechtime. Et comme il y a eu par ailleurs des véritables dons de Flechtime au musée français, Luxembourg et Jeu de Paume, en particulier un grand tableau de Léger bien célèbre qui s'appelle La Noce, qui est un grand tableau cubiste de 1911-12. Donc la succession Flechtime avait revendiqué ce tableau avec quelques autres. C'était assez amusant. Donc c'est les recherches de Sophie qui nous ont permis de leur dire que pas du tout. Voilà. Sur Désarroi, moi je serais vraiment très, très curieux de lire l'article parce que d'abord sur l'exposition italienne de 1935, c'est vraiment une exposition diplomatique. Hein. On dit art et politique. Bon, alors on se réfère à l'agenda politique. Ce sont les accords entre Laval et Mussolini. Laval, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Le musée du Jeu de Paume servait principalement d'espace d'exposition pour les relations diplomatiques de la France. C'est l'époque où le Quai d'Orsay a une politique balkanique extrêmement développée, et donc on a plein d'expositions d'art tchèque, d'art hongrois, d'art polonais, etc. L'exposition d'art italien est une de ces grandes expositions, effectivement, qui est mise en avant par le Quai d'Orsay, qui est imposée
enfin moi c'est ce que j'ai toujours entendu dire, qui est imposé à Desarrois, ça ne révèle absolument aucune sympathie fasciste de Desarrois. Par ailleurs, en effet, Desarrois était un régionaliste breton très très imprégné de druidisme et autres choses de cette nature, mais ça ne fait pas du tout de lui un sympathisant de Vichy et du maréchalisme et du régionalisme fascisant qui a pu sévir en France à cette époque. Voilà. Je vous invite vraiment à lire l'article. Parce que ça dit le contraire. Parce que vous verrez qu'il y a Non, mais alors, très bien. voilà, il y a des prises de position à l'époque qui n'empêchent pas le rôle de résistant par la suite. Non, j'ai pas dit qu'il était résistant. Mais ça a aiguisé votre curiosité. Justement, téléchargez l'article, vous verrez, il y a des sources très précises sur le sujet. Bon, d'accord. On reste dans le coin. Voilà, merci pour la présentation, c'était super. J'aimerais bien aussi Tu te présentes Nathalie Neumann, Berlin, Mayence et le reste du monde. Et Didier, par rapport à Desarrois et Rose Valland, j'ai trouvé une lettre qui était fort utile pour les collègues de Hambourg, comme quoi ils n'ont pas pu aider à tous les artistes ni familles juives persécutées, parce que c'était, attendez, je réfléchis, la lettre venait de Belgique pour proposer un portrait peint par Max Liebermann du médecin Sauerland au jeu de paume en tant que donation, voire petite récompense, et ça a été refusé. Et si je ne me trompe pas, c'est même Rose Valland en 1935 qui a dit non. Voilà, je ne me rappelle plus de la raison. J'aimerais bien compléter aussi, Denis, si vous me permettez, la trouvaille dans le bunker de la banque de l'Empire, du Reich, à Berlin. Donc les fouilles pour le métro de Merkel, en plein Berlin. C'est comme ça qu'on l'appelle, le métro, la prolongation, à côté de l'Alexanderplatz. C'était donc dans l'ancien bunker, trésor, espace de trésor, sous la banque du Reich, de la Reichsbank, qu'on a trouvé des objets, des sculptures qui ont donc survécu à l'incendie, donc d'un dépôt qu'on pense que c'était une partie des dépôts de la saisie de l'art dégénéré des musées, dont des sculptures aussi d'Otto Freundlich. Et puisque c'était sous terre, c'était le service archéologique de la ville de Berlin, voire des musées responsables pour sauver, voilà, il y a 2-3 ans, cette trouvaille. Et du coup, les objets, donc les sculptures, sont exposées aujourd'hui dans le musée Vor- und Frühgeschichte, donc à côté des sarcophages égyptiens. C'est très curieux comme composition archéologique. Juste pour compléter ce qu'a dit Didier Schulman par rapport à l'organisation Jeux de paume des expositions, je vais être très courte, mais en tout cas, André Desarrois le souligne lui-même dans des documents que j'ai pu consulter. Il a toujours refusé d'organiser une exposition d'art allemand. Il y a une exposition d'art autrichien, il y a eu des expositions de d'autres pays, effectivement, qui étaient présents, dont les artistes étaient présents au Jeux de paume. Mais c'est quelque chose dès 1933, en tout cas, qu'il a toujours refusé aussi d'organiser. Donc ça peut peut-être aussi apporter un élément de réflexion supplémentaire à la prise de position d'André Desarrois. Il y a Cécile Bargue, qui voudrait prendre la parole. Merci. Oui, je voulais peut-être ajouter quelque chose par rapport aux œuvres enterrées. En fait, il y a plein d'œuvres qui ont été enterrées pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Moi, je n'ai pas votre connaissance de Freundlich, mais ça ne veut pas forcément dire que... Enfin, évidemment, si on n'a jamais rien, on peut tout à fait supposer que l'atelier a été détruit. Mais le lien, ce que je n'ai pas compris, c'est le lien avec les œuvres sous terre. Ce n'est pas parce que des œuvres sous terre ont survécu à côté que... Bon. Mais je voulais aller dans votre sens en mentionnant simplement le fait que Anna Hösch a enterré des œuvres de Raoul Haussmann, d'elle-même et de Kurt Schwitters dans des cantines métalliques dans le jardin de l'endroit qu'elle habitait pendant la guerre, dont la tête mécanique, qui est aujourd'hui au Centre Pompidou, et les œuvres de Haussmann qui sont aujourd'hui au Centre Pompidou. Ici, Anna Hösch était morte
avant qu'elle ait déterré ses œuvres, en fait, ça serait pareil. Possiblement, on les aurait peut-être retrouvées simplement aujourd'hui. C'est le fait d'enterrer. C'est vrai que c'est fascinant de penser ça, mais il y a réellement des œuvres, un certain nombre, qui ont été mises 6 pieds sous terre et qui sont vraiment underground pendant un certain point du temps. Oui. Alors, le sécage, c'est un phénomène assez connu, en fait. Ce que je tiens à préciser, que je suis plus diserte dans le corps de mon texte, il n'y a rien à voir en termes de conservation entre l'atelier et cette tête. Cette tête, elle était dans un musée de Berlin. Voilà. Deux choses absolument distinctes. Voilà. Cette tête, elle a été saisie dès 1933 dans un musée allemand, au moment où on a retiré des musées allemands toutes les œuvres d'artistes dégénérés. Et elle a eu un parcours un peu bizarre. Elle a été, dans un premier temps, exposée, mais très brièvement, à Berlin, au moment de l'exposition sur l'art dégénéré. Donc, vous voulez dire, c'est dans Entartete Kunst, mais oui. Munich, et mais puis, elle est au moment Munich. Mais Berlin, juste dans la première station, à Munich. À Munich, voilà, d'accord. c'est ça. Après ça, elle a disparu, et en fait, on la retrouve dans un film de propagande allemande, comme décor, comme élément d'un décor, sauf c'est lamentable, pour un mauvais film de propagande, donc qui s'appelait Die Venus vor Gericht, Vénus devant le tribunal, et il s'agissait d'un marchand d'art, alors qui était campé par je ne sais plus quel artiste de 3e zone, qui rentrait dans une galerie qui en fait était un salon de coiffure, au milieu de laquelle trônait la tête de Otto Freundlich. Et ce qui est vraisemblable, c'est que cette tête, à l'issue de ce tournage historique, je dirais, a été renvoyée parmi les centaines d'œuvres qui étaient dans des dépôts allemands, et qu'elle a été, comme elle ne pouvait pas rester au dépôt central, elle a été emportée par un monsieur qui s'appelait Overdick, qui était fidéicommissaire du musée de la Kulturkammer, de la Reichskulturkammer, et qui avait ouvert pas très loin du vieil hôtel de ville, dans le sous-sol d'un ancien grand magasin, une espèce de cave, de cache, comme vous voulez l'appeler, comme vous voulez, dans lesquelles il avait mis énormément d'œuvres. Et ce sont ces œuvres qui ont été inventoriées, dont on a la liste, et ce sont ces œuvres-là, parmi lesquelles la tête de Otto Freundlich a été récupérée parmi d'autres fragments très très récemment. Voilà. Donc il faut bien suivre le parcours en zigzag de cette œuvre. Bon, ensuite, elle a eu un parcours, elle est magnifique, cette tête, magnifique, et elle a eu un parcours lamentable pendant la guerre. Oui, mais en même temps, elle a survécu, ce qui n'est pas rien. Oui, c'est vrai. Oui, il y a peut-être d'autres questions, ou en attendant une autre question. Je voulais peut-être juste évoquer un point ou poser des questions, enfin, ou d'éventuels compléments d'ailleurs à l'ouvrage, qui pourrait en avoir des centaines évidemment. Sur juste 2 points. Le premier, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on on parle d'un musée avant la guerre, on parle de musées allemands, et finalement, là, dans l'ouvrage, on n'évoque pas, je crois, les musées français pendant la guerre, l'action des musées, des conservateurs. Donc c'est à la fois assez bien étudié. Et on a vu ici, dans une séance précédente, il y a quelques mois, que ça reste un sujet débattu. On a eu une séance un peu animée au mois de septembre ou d'octobre avec Elisabeth Campbell sur les décisions des musées, sur la protection des collections privées, sur les achats par les séquestres. Donc est-ce que c'est une question qui a été à un moment posée? Est-ce que vous avez souhaité l'aborder? Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'auteur à ce moment-là? En tout cas, c'est une question qu'on pourrait imaginer dans un deuxième volume, s'il y en a. Oui, ça a été plus J'imagine. qu'abordé, je crois, parce que je te laisse la parole si tu veux. Plus qu'abordé, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour avoir un article sur Jaugeard. Voilà. Chou blanc une première fois, une deuxième fois, et à la fin, je n'ai pas réussi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour l'avoir, cet article, même auprès du musée du Louvre, pour ne rien vous cacher. Et donc, je pense qu'un étudiant dans la salle pourrait prendre ça comme sujet de thèse, finalement. Parce que je ne vois pas d'autre solution pour avoir le dit article. C'est sûr que ça fait vraiment partie du sujet, et oui, on aurait aimé avoir des contributions sur ce thème.
Alors dans Rama, on sait qu'il y a certains acteurs qui ont leur notice. Jojard n'en a pas encore, mais on est très preneurs et preneuses. On va faire et la notice Voilà. d'abord et puis l'ouvrage ensuite. Et l'autre question, c'est plutôt pour juste après la fin de la période. Vous êtes arrêté à la Libération. Évidemment, on pourrait continuer, mais justement, il y a la seconde vie des œuvres, ou la troisième ou la quatrième vie des œuvres, et de certains des propriétaires ou des artistes. Il y a ceux qui ne sont plus là et qui ont disparu, ceux qui entament une nouvelle vie à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de relations musée, politique, art, et comment vont vivre ces œuvres, comment elles vont réapparaître ou être achetées parfois par les musées, entrer dans les collections. On arrive là justement aux questions de recherche de provenance qui nous occupent toujours aujourd'hui, la suite de ces acquisitions. Comment s'est fait le choix aussi de la césure? Il fallait bien s'arrêter aussi, la Libération un peu plus tard, dans les années 50. Et j'évoque aussi, parce qu'on en parlait juste avant le début de la séance avec Sylvia Burger, ou d'autres, disons qu'il y a d'autres géographies aussi, quand les œuvres continuent à circuler, partent d'Allemagne, vers la retournent en France ou ailleurs, et puis en l'occurrence vers le nouvel État d'Israël aussi, c'est un champ à explorer. Voilà, donc à la fois la barrière temporelle et puis le champ géographique, on pourrait continuer des heures et très loin. Comment cela s'est fait aussi? Comment continuerait-on ou devrait-on continuer? Alors, bon, là, pour ce volume, c'était aussi une question, en fait, tout simplement de cohérence, parce que vous le verrez en lisant les articles, c'est pas toujours le cas des ouvrages collectifs, il faut le dire. Les articles se répondent les uns aux autres. On retrouve certains acteurs à travers les articles, et c'est pour cette raison aussi qu'on a circonscrit à cette période, puisqu'au départ, on avait aussi un programme qui s'adressait à de jeunes chercheurs qui était beaucoup plus étendu, qui allait même jusqu'à la période jusqu'à nos jours. Et volontairement, on a décidé de recentrer en fait sur cette période chronologique pour la cohérence du propos. Oui, merci Sylvia Burger. À un moment donné, Denise, vous avez évoqué, j'ai pas très bien compris, c'était un peu allusif, justement la question de la difficulté des recherches entre 45 et 50, en disant c'était compliqué. J'ai pas compris si vous parliez du côté des institutions qui devaient définir une politique, ou du côté des artistes, en l'occurrence, qui effectivement ont cherché désespérément des informations sur le devenir de leurs œuvres. Je reviens, j'évoquais cette question parce que j'ai eu l'occasion de classer des archives avant-hier, et que je suis tombée sur différentes pistes me disant que finalement, ce reproche généralisé qu'on fait aux gens de n'avoir quasiment rien fait entre 45 et 50 et aux institutions, c'est faux. C'est faux parce qu'on voit que les gens, quand on lit les articles qui sont consacrés à cette période, se sont vraiment donné du mal. Simplement, c'était trop. C'est énorme. Hein. Donc, ils n'ont pas pu faire plus. Après ça, qu'il y a eu une espèce d'assoupissement général, je dirais que c'est normal parce qu'à un moment donné, il faut revivre. Hein. C'est très dur d'être toujours dans cette quête de provenance et on ne soulève que des choses dramatiques en fait. Donc il faut vraiment, à un moment donné, je pense que cette génération-là a eu besoin de sortir la tête de l'eau et de regarder. Maintenant, ce que je disais, ça n'était pas tellement à propos des artistes, mais essentiellement des institutions, des chercheurs, des institutions françaises et internationales, hein, aussi bien en Allemagne. Et puis l'Allemagne, c'est très compliqué à étudier à cette époque-là, parce qu'elle est coupée entre 4 puissances alliées, qui n'ont pas du tout la même volonté de restitution d'une zone à l'autre. Aujourd'hui, on se rend compte que les Américains ont eu une politique que certains journalistes n'hésitent pas à qualifier de seconde spoliation, puisqu'on retrouve des œuvres dans les musées américains pour les mettre à l'abri. Donc il faudrait vraiment revenir sur cette période très complexe. Après ça, il y a le problème de la chute du mur. Des musées qui ont connu des duplicates entre l'Est et l'Ouest de Berlin. Donc tout cela la recherche a été vraiment très complexifiée. Et ça explique bien que tout soit reparti dans les années 90, en fait. À mon avis. Voilà.
Non, mais je voulais essayer d'arrêter de véhiculer cette fausse idée selon laquelle, finalement, on aurait baissé les bras en se disant « Allez, hop, c'est fini, on profite de la vie ». C'est pas vrai. Merci beaucoup Denise et Hélène. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On va essayer de prendre les 2 dernières questions puisqu'on a déjà dépassé le temps. C'est pas vraiment une question, c'est une proposition de thèse ou maîtrise parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont quand même en continuité. C'est Michel Florizone qui a fait des expositions, qui connaissait les collectionneurs privés, qui circulait à l'étranger dans les consulats pendant et après l'occupation avec un savoir énorme sur la translocalisation des œuvres. Et puis c'est un fantôme dans le domaine de la recherche. Est-ce que pendant au cours des transactions entre Allemands et Français, il y a eu des intermédiaires galeristes suisses qui ont eu une attitude pas géniale durant la guerre? Alors, le cas de Matisse est bien connu. En fait, il y a plusieurs tableaux qui sont passés par les galeries suisses suite à des échanges qui avaient eu lieu au musée du Jeu de Paume, des œuvres spoliées qui avaient été donc échangées et qui sont parties vers la Suisse, vers des galeries par l'intermédiaire d'Hans Wendland ou aussi de Max Stöcklin. Et on a aussi besoin de travailler beaucoup plus sur ce réseau suisse et sur cette filière par laquelle sont passés les tableaux spoliés. On en sait encore peu sur l'histoire de ces galeries. Oui, alors si je peux me permettre, c'est effectivement quelque chose qui nous interroge beaucoup et au sein du projet de RAMA, donc le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, on a l'intention justement dans un deuxième volet de plus explorer cette piste suisse avec, on espère, des auteurs spécialisés sur ce domaine. Donc, il y a déjà des publications importantes depuis une vingtaine d'années sur le marché de l'art en Suisse pendant cette période, mais il est vrai que ça bouge tout récemment pas mal. Oui, je pense qu'on aura une réponse complémentaire dans la salle. Vous avez peut-être entendu dans les médias, il y a tout récemment que, je pense que ça a été une décision au Parlement à Berne, que les Suisses réfléchissent à une création, une sorte de commission comme la CVS en France ou le Beratende Commission en Allemagne. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'actualité du sujet. Il y a quand même plusieurs chercheurs de provenance maintenant qui ont été nommés, qui ont des postes au sein des musées suisses, comme à Berne, comme à Bâle et comme à Zurich. Genève, je suis peut-être pas tout à fait à jour. Si. Il y a à l'université, d'accord, mais là, je parlais plutôt des musées aussi. D'accord, voilà, donc ça bouge pas mal et peut-être... Vous allez compléter ce que je viens de dire. Oui, moi je suis Pascal Bernem et avec l'association Musique et Spoliation et l'école de lutherie de Brienz, nous avons organisé au mois d'avril les premières journées de réflexion justement sur la circulation des instruments de musique et le rôle des luthiers pendant la guerre et l'après-guerre. Donc je pense qu'effectivement la Suisse est en train de s'ouvrir à cette réflexion. Pour répondre à Madame, ce qui s'est passé avec la Suisse, c'est qu'il y a eu très tôt, dès la libération, des missions interalliées en Suisse. En particulier, la première mission qui a été conduite là-bas a été menée par Douglas Cooper pour le compte des Britanniques. Puis ensuite, Paul Rosenberg lui-même était reparti en Suisse, financé par les... en fait, son déplacement en Suisse étant facilité même par les services secrets français. Et puis, il y a eu des rapports américains. Et on s'est rendu compte,
enfin on se rend compte quand on lit tout ça, c'est que il y a eu une incrimination très violente d'un certain nombre de personnes qui étaient en Suisse, et en particulier Albert Skyra a été particulièrement visé de façon pas très prouvée sur un certain nombre de trafics, et que ça a provoqué ensuite une sorte de reflux des investigations, une fois qu'il y a eu un certain nombre de cas qui ont été réglés, en particulier les histoires des œuvres de la collection Rosenberg qui avaient été achetées par le marchand de par Burle, merci. Et donc, il y a eu un reflux, et c'est vrai que la recherche sur la Suisse, où on avait vraiment fait porter un certain nombre presque de boucs émissaires, un certain nombre de responsabilités, c'est complètement tari, et ce sont des pistes qui ont été abandonnées. Il y aurait vraiment lieu, sur le plan purement historique, de reprendre tout cela. Ouais, je continue. C'est les Berrier Commission qui a fait un travail énorme, très très bien, mais il y a 20 ans. Donc il y a eu, oui, pardon. Oui, en parallèle ici avec Matteoli, oui. Et du coup, là, je dirais pas c'est une prise de conscience, c'est une pression politique. Hein. Vous avez donc certainement suivi comment ça s'est passé à Zurich. C'était une bombe quand ils ont ouvert le nouveau musée. Donc, et je profite de la situation pour annoncer que le prochain journée, le grand colloque du Arbeitskreis aura lieu à Bâle, fin novembre, si vous voulez bien réserver. Et il s'appelle le 23 novembre. Et puis, c'est donc le Internationale Arbeitskreis für Provenienzforschung qui rencontre les collègues suisses. Donc, c'est en collaboration. Donc, il y a quelques adhérentes françaises, français dans la salle. Et puis, voilà, on va se retrouver certainement là-bas avec des questions chaudes. Merci Nathalie. Et peut-être juste pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, on va avoir un automne, je pense, suisse, parce qu'il y aura aussi l'exposition Zerrissene Moderne qui va ouvrir ses portes au musée de Bâle, justement, en septembre-octobre, je n'ai pas la date exacte en tête, et qui portera sur l'histoire de la maison et des achats, notamment par le musée à la fameuse vente Fischer. Donc là aussi, il y a une volonté de montrer l'histoire propre au musée par rapport à ces sujets un petit peu brûlants. Donc, effectivement, tout le monde, on va peut-être se retrouver à Bâle à l'automne. S'il n'y a plus de remarques ou des questions, David, je te laisse clore. Merci beaucoup. C'était la dernière séance de ce semestre. On s'arrête un petit peu. On continue de travailler, mais le programme sera prochainement publié pour une séance en octobre, une séance en novembre, une séance en décembre. Donc rendez-vous en octobre. Tu te souviens de la date? Voilà, mais elle sera publiée. Voilà, c'est en cours, donc on a un programme, et puis on aura un programme l'année suivante, en 2023. On continue aussi. Donc soyez attentifs. On vous écrira de toute façon comme d'habitude, et puis tout sera publié sur le site de l'INHA, et puis j'espère qu'on aura quelques pages normalement en ligne enfin sur le site du ministère de la Culture, des pages de la mission, et nous relayerons également l'annonce évidemment de ces séances. Oui, et également publié sur les pages bien sûr de notre partenaire l'INP. Oui, pardon. Voilà. Merci beaucoup, passez un bon été et au plaisir de vous retrouver à l'automne.